What's up? I'm Charles Bernard. Hey, I'm JC Mason. Welcome to Lightning Strike. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition numéro 15 du podcast Lightning Strike. Aujourd'hui, on reçoit Charles Demers qui vient d'être nommé au poste de vice-président des Capitales de Québec. Moi et Charles Bernard, on connaît Charles Demers depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, on trouvait ça intéressant de retracer son parcours. Le plus lointain souvenir que moi et Charles on a de notre expérience avec Charles Demers, c'est quand on avait 8-9 ans. Donc ça, c'est à peu près 15 ans. Puis on aimerait ça partir de ce point-là, puis retracer toutes les étapes importantes de ton parcours. Donc, Charles, je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Je pense que c'était à tes débuts en 2009 que tu nous disais. Donc, je te laisse un peu nous donner le décor qu'il y avait puis le contexte à ce moment-là. C'est un plaisir, puis hey, ça me rajeunit pas pantoute, les boys. C'est un plaisir de vous voir. Puis, Ouais, merci d'être là en passant. Quelle fierté de vous voir dans mon écran, puis de vous avoir avec moi. C'est tellement le fun, c'est tellement beau. Je suis peut-être moins bavard depuis quelques années là, au niveau du baseball amateur, au niveau du baseball junior, mais je suis votre parcours énormément. Puis, tu sais, je suis tellement fier de ce que vous réalisez. Là. Pour moi, c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Merci de me recevoir. Là. JC, pour répondre à ta question, là, oui, en fait, en 2009, moi, j'avais 16 ans, là, fait que j'étais en secondaire 5 à l'époque. Il fallait, on devait à ce moment-là là, partir un projet d'implication communautaire là, à l'école à Pointe-Lévis, que vous êtes d'ailleurs allé également à Pointe-Lévis. Puis j'étais en sport-études, j'étudiais en sport-études de baseball avec les Canadiens de Québec là, puis de Lévis à ce moment-là. Puis il fallait partir un projet. Puis j'avais réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'école de baseball sur la Rive-Sud de Québec. Donc, j'ai décidé de partir à une académie de baseball là, qui s'appelle l'Académie de baseball de la Relève. Puis, vous avez été la première cohorte, là, donc c'était en 2009. Fait que vous aviez plus, mettons, 7 ans là, dans les premières années. Puis là, ben, dans le fond, vous avez été la première cohorte. Là, à l'époque également, il y avait Joey Rousseau, Oui. qui joue maintenant pour les Diamants, qui est un de vos bons chums, là, qui était de la première cohorte. Puis je me souviens, je coachais, puis ainsi de suite. Puis même que à l'époque, pour la session au complet, là, c'était comme 10 semaines, on chargeait, je pense, c'était 40$ pour la session au complet. C'était pas super dispendieux. Puis c'était ta mère, là, Charles, qui m'aidait à collecter les 40$ et ainsi de suite là, lors du premier cours. Fait que on vous a appris on a appris à vous transmettre un peu cette passion-là. Le plan, c'était bien simple, là, tu sais. On réinventait pas le baseball nécessairement, là, mais c'était plus surtout de s'amuser puis d'offrir des cours de baseball accessibles pour les jeunes de Québec, là, de Lévis surtout. Puis ben, aujourd'hui, on le sait, là, plusieurs d'entre vous autres encore, vous êtes impliqués encore avec l'Académie et ainsi de suite. Fait que l'Académie puis ma connaissance avec vous là, a démarré là, en 2009. Ouais, c'est ça. Puis toi, en commençant cette compagnie-là, avais-tu en tête que ça allait grossir de la façon que ça a grossi aujourd'hui, d'avoir plusieurs camps partout dans la région de Québec aujourd'hui, puis je pense que t'avais vendu, je me rappelle plus, là, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, mais je pense que tu avais vendu, puis après ça, tu as repris ça, puis la façon que ça allait évoluer, parle-nous un peu de comment tu avais prévu ça à la base, puis comment ça a évolué aujourd'hui. J'avais toujours un peu l'esprit d'entrepreneuriat, là, tu sais, depuis que je suis très jeune, là, tu sais, à 12 ans, là, j'avais une compagnie de tonte de gazon. Puis, tu sais, j'avais des employés, puis je gérais quand même là, une business là, de 12 à 16 ans, on va dire ça comme ça. Puis à 16 ans, bon, j'avais vendu, j'étais tanné un peu de tonte des gazons, puis de m'occuper de cette business-là. Fait que j'avais vendu ça. Fait que j'avais quand même l'aspect business, mais j'avais surtout l'aspect la passion. Là, tu sais, j'étais passionné du baseball, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, on se le cachera pas. Oui, j'ai joué au baseball junior, puis j'ai joué au baseball à quand même un bon niveau. Mais j'ai toujours été un bien meilleur entraîneur, je pense, puis un bien meilleur capitaine, puis on va dire un rassembleur qu'un joueur de baseball. Tu sais. Puis c'est ce qui m'a mené aujourd'hui à ma carrière d'aujourd'hui. Mais tu sais, à ce moment-là, j'avais un désir de transmettre cette passion-là. Puis tu sais, quelques années plus tard, je vous ai coaché, tu sais, je faisais les camps d'entraînement. Ça m'amenait à faire les camps d'entraînement au niveau moustique, puis oui, bantam, et ainsi de suite. Vous avez tout le temps suivi
le chemin également là, des camps d'entraînement. Donc, j'avais à vous coacher pendant la saison morte, j'avais à faire les camps d'entraînement également. Puis pendant la saison estivale, là, j'étais grandement impliqué quand même là, au niveau de du baseball amateur, là, tu sais, baseball mineur. Je coachais avec vos deux pères, à ce moment-là, qui étaient devenus à ce moment-là des amis et ainsi de suite, avec Christian et Francis. Fait que pour moi, c'était un privilège de pouvoir vous enseigner durant la saison morte, durant l'été. Je vous coachais également, donc au niveau Pee-Wee. Donc, tu sais, pour moi, c'était le fun. C'était une belle période, puis c'était pour moi une belle implication. Fait que pour répondre à ta question de base, je pense que c'est de fil en aiguille que c'est devenu plus une business. J'avais cette vision-là de dire, moi, je veux être la référence dans le modèle du baseball, du développement pour les 12 ans et moins. Donc, c'était pas nécessairement pour faire compétition avec le programme sport-études et ainsi de suite. C'était vraiment pour le 12 ans et moins. Puis, de fil en aiguille, bon, les priorités changent. Puis, on vieillit. Bon, point moins, on a un peu de... J'avais moins d'intérêt un peu pour le coaching. J'avais moins d'intérêt pour de me lever le samedi matin puis le dimanche matin pour aller coacher durant à la ruche ou à l'école de l'Horizon. Donc, de fil en aiguille, j'ai des entraîneurs qui entraînaient avec nous, qui se sont manifestés, puis les autres, ils ont dit, moi, j'aimerais ça acheter des parts de l'entreprise, puis j'aimerais ça, moi, devenir propriétaire. Donc, évidemment, comme tu as dit tantôt, Félix, Fat et Jérôme sont devenus copropriétaires de l'académie, puis jusqu'à tout récemment, Mathieu Mascotte là, est devenu également actionnaire de l'académie. Donc, maintenant, je suis très, très minoritaire. Je suis presque, en fait, je suis très protocolaire dans mon rôle. Ça reste que j'ai un très fort sentiment d'appartenance envers cette entreprise-là, mais c'est plus Mathieu, c'est plus Félix et Jérôme là, qui gèrent l'entreprise maintenant. Là. OK, bon, parfait. Intéressant. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu, faire un petit point sur cette période-là de coaching, justement, avec nos deux pères, ce qui est quand même fou. Puis, tu sais, moi puis Charles, Bernard, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on a commencé à se connaître, fait que c'était dans la même période. Juste, je me demandais, c'était-tu Pee-Wee, c'était-tu Moustique? C'était à quel moment que tu as coaché avec nos pères? Mais je pense que c'était C'est une Pee-Wee. bonne question. C'était Pee-Wee. Vous étiez les deux premières années, les trois avec Joey première année. J'avais pris à ce moment-là, j'avais sélectionné à ce moment-là 3 joueurs de première année Pee-Wee. Et puis, c'était vous deux et Joey Rousseau qui étaient également première année. On savait à ce moment-là, il y avait juste une seule équipe des Monarques sur la Rive-Sud, donc c'était très difficile de percer l'alignement. Puis je voyais en vous autres une capacité à se démarquer. Puis, puis on se souvient, cette année-là, vous n'étiez pas nécessairement là, les plus forts de l'équipe, nécessairement. Vous n'étiez pas les... vous travailliez il y avait très, très bons joueurs. Je me souviens, Louis Gendron était un joueur qui jouait avec nous. Il y avait des très bons joueurs là, de la Beauce également qui étaient avec nous. T'sais. Donc, non, on avait des bons joueurs de baseball. Là. Une bonne équipe. On avait d'ailleurs perdu en finale du tournoi Nicolette cette année-là. Justement, contre ça, je me rappelle les intrépides de Norois. Mais, crime, c'est vrai, ça fait longtemps. Puis, c'était comment, toi, ton expérience? Comment t'aimais ça, justement, de coacher? Tu sais, je pense que c'était ta première équipe que tu coachais pour une saison l'été? Non, j'avais déjà coaché. En fait, Jérôme, en fait, là, j'ai coaché un peu à l'inverse. Là, dès ma première année midget 3, là, j'ai commencé à coacher Bantam 2A. Okay. Puis là, après ça, Bantam A, Bantam 2A, okay. On va dire Pee-Wee 2A. Vous avez été la dernière cohorte que j'ai coachée parce que c'est qu'à ce moment-là, là, je commençais là, à travailler pour les capitales de Québec. On parle, là, c'était autour des années 2013-2014. Donc, je commençais, puis l'été, c'était très, très prenant de travailler au Capital. Là. C'était beaucoup de travail. Fait que pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai délaissé un petit peu le coaching parce que je me suis rapproché des Capitals en quelque sorte. Là. Puis j'avais également à ce moment-là, là, je jouais encore Junior Elite là, avec les Diamants de Québec. Donc pour moi, c'était assez de baseball quand même. Là. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de coacher. Officiellement une équipe, mais j'ai toujours là, conservé un très, très grand sentiment d'appartenance envers nos équipes, puis j'ai continué de suivre votre évolution là, ensemble et votre développement. C'est ça. Puis, vas-y, tu sais. Pour aller peut-être dans un autre point,
au travers de tout ça, bon là, tu commences à travailler pour les capitales de Québec, puis tout ça. Les études là-dedans, tu sais, on sait que tu as fait beaucoup d'études, puis tu en fais encore, puis juste, moi, puis Charles, on me reste démêler là-dedans. Là, rendu que tu travailles pour les capitales, t'es où? T'es à quelle école? Je sais que t'es allé à une Montréal, l'UQAR, tout ça. Fait que juste peut-être retracer ton parcours académique au travers du baseball. Ouais. En fait, moi, ça a été très difficile parce que, tu sais, jusqu'à 17 ans, tu as un petit peu la naïveté puis c'est une belle naïveté, puis c'est un beau désir de vouloir, on va dire atteindre en fait, moi, j'avais un objectif d'aller au niveau du collège américain. Mhm. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'étais un bon joueur, on va dire midget 3, mais j'étais un joueur, là, on va dire un peu en dessous de la moyenne, on va dire ça comme ça, là, au niveau midget 3. Puis, à un moment donné, lors d'un camp en Floride, là, où on jouait contre des collèges américains, euh, j'avais réalisé là, à ce moment-là que, bon, j'étais simplement pas assez fort pour jouer aux États-Unis. Tu sais, c'était comme, bon, il va falloir qu'à un moment donné, tu arrives à la croisée des chemins, puis tu te dis, il va falloir que je prenne une décision dans ma vie. Moi, ça a été très difficile de mettre une croix sur mon rêve de jouer dans les majeurs, de jouer dans le baseball professionnel, de jouer on va dire au niveau des collèges, au niveau des collèges américains. Ça a été très difficile. Puis j'avais comme pas de plan B parce que quand on est tellement focusé pour on s'entraîne fort et ainsi de suite, c'est difficile d'avoir un plan B. Mhm. Et moi, rapidement, je me suis orienté de bord, puis je me suis dit, bon, je vais commencer des études là, en administration, en business. Puis parce que je suis un entrepreneur, ça va me prendre toutes les ressources nécessaires à apprendre la comptabilité, le marketing, apprendre la finance, apprendre les ressources humaines, apprendre tous les volets, les ventes, tous les volets de tout ça. Puis je me suis inscrit dans un cours de technique au Cégep. Et pour moi, là, juste pour dire, là, j'avais toujours eu des très bonnes notes à l'école, mais jusqu'au Cégep, euh, j'avais, euh, tu sais, dans cette période-là, j'ai eu un moment où, bon, je suis pas assez bon pour jouer au baseball aux États-Unis, je suis pas assez bon pour poursuivre mon rêve. Donc, à ce moment-là, ça a été très difficile. J'ai eu une période d'un an, là, où que je me suis cherché un peu, là, au niveau de l'école. J'ai fait comme 3 cégeps, j'avais de la misère à trouver mon programme, de la misère à trouver ma voie, vraiment. Puis, bon, j'ai fait une technique en administration, ça a été super bon. Parallèlement à tout ça, je continuais quand même ma carrière au niveau junior élite. Je continuais à jouer pour les Diamants. Ça me satisfaisait. J'étais un gars d'équipe. J'avais du baseball, et ainsi de suite. Et là, arrive l'histoire des Capitales de Québec. Donc, l'opportunité, Michel Laplante m'offre l'opportunité de devenir, dans le fond, de devenir un membre de l'Organisation des Capitales de Québec. Le seul problème qu'il y avait à ce moment-là, c'était que il y avait pas de budget nécessairement pour moi. C'est-à-dire que c'était en plein milieu d'une saison, puis il a dit, ben, faut que tu commences comme bénévole. Fait que j'ai commencé comme bénévole. La première année, j'ai dit, bon, moi, je vois ça à long terme. Je pense que c'est une belle possibilité de faire carrière dans le sport, Mhm. tu sais, de faire partie d'une équipe professionnelle, puis ainsi de suite. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que les capitales, ça me permettrait d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, durant l'automne, l'hiver, d'aller à l'université, puis durant l'été, de travailler dans le baseball. Fait que j'avais le meilleur des deux mondes au complet, puis ça me permettait d'aller à l'école puis de travailler. Fait que là, grosso modo, j'ai commencé, j'ai fini ma technique, j'ai fait un diplôme en économie à l'Université de Montréal. Par la suite, j'étais comme pas satisfait des connaissances que j'avais au total. J'ai fait un bac en finance à l'Université du Québec à Rimouski. Par la suite, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu sais, pour encore une fois. Puis, tu sais, c'était comme si c'était un coffre à outils un peu. À toutes les Mhm. fois que je faisais un geste, que c'était une rencontre avec un partenaire, à toutes les fois que j'allais au gym, à toutes les fois que j'allais, ben, j'avais toujours un mindset de, c'est un outil que je mets de plus dans mon coffre à outils tout le temps. Que ce soit la discipline, que ce soit la vision, que ce soit l'expérience. Je le voyais jamais comme un échec nécessairement, mais toujours une façon de plus de construire mon coffre à outils. J'allais à l'école pour construire des connaissances. Je rencontrais des gens pour développer mes connaissances. Donc, c'était vraiment le meilleur des deux mondes. Fait que pour moi, après ça, ben, j'ai été faire un diplôme là, en management à l'Université Laval, à la maîtrise, puis jusqu'au doctorat en marketing où j'ai fait un mémoire de recherche là, sur les capitales de Québec. Fait que mon OK. plan, c'était vraiment d'avoir le plus possible. Dans le fond, là, c'est que j'avais un laboratoire qui était les capitales de Québec, qui est un laboratoire de recherche qui me permettait d'expérimenter les différents outils, les différentes affaires que j'avais.
Puis, parallèlement à ça, ben, j'avais la discipline, puis j'avais l'entourage qui me permettait d'aller à l'école, puis de développer mes ressources overall. Puis, je demeurais dans le baseball quand même. Donc, je restais dans le baseball, j'étais dans le baseball professionnel, j'étais plus impliqué que jamais. Donc, j'avais comme le meilleur des deux mondes dans tout ça. J'avais vraiment la beauté de merger la passion, puis l'école, puis le futur. Donc, c'était vraiment une belle expérience, tout ça, là. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment hot. Puis, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis par rapport au coffre à outils, puis par rapport à quand tu interagis avec des gens, tu vois ça plus comme une leçon. Une expérience. Exact. Tu essaies de tirer une leçon de ça, puis d'apprendre après ça, puis toujours ajouter des trucs dans ton coffre à outils. Est-ce que tu vois encore ça comme ça aujourd'hui, ou est-ce que ton mindset a changé un peu? C'est encore la même chose quand tu rencontres quelqu'un, c'est tout le temps avec ce mindset-là? Absolument. Tu sais, la vie, là, c'est un cumul de probabilités. Donc, un, la vie, c'est que des probabilités. Donc, si tu mets le plus d'outils dans ton coffre à outils, puis le plus de chances de réussir dans ta vie, ben, le plus de chances tu vas réussir. Parce que c'est un cumul de probabilités. Donc, si tu fais bien les choses constamment et que tu pousses ton corps à une limite qui n'est pas habitué d'être constamment, ben c'est sûr que tu vas réussir à atteindre des objectifs que personne n'est capable d'atteindre parce que tu repousses toujours tes limites. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Fait après ça, si jamais, euh, si jamais tu décides d'aller dans un, on va donner un exemple, tu te mets un objectif de dire, ben moi, je veux serrer la main à ce soir à 10 personnes, puis apprendre leur nom, puis m'intéresser à ce qu'ils font dans leur vie, ben, à un moment donné, ben, cette expérience-là de t'intéresser aux gens va finir par te rapporter à un moment donné quelque part. Donc, puis la vie, c'est une expérience. Fait que c'est pas parce que tu as un échec ou quelque chose qui à un moment donné t'arrive qu'il y a quelque chose que c'est nécessairement un échec, c'est une expérience qui va te permettre de grandir. Puis souvent, on parle souvent des beaux côtés, mais euh, juste avant d'intégrer les Capitales de Québec, j'avais démarré un magasin de baseball à Québec qui s'appelait B45 La Boutique. À l'époque, j'étais copropriétaire de ce magasin-là. Puis pour plusieurs raisons que je vais passer, ça n'a pas été un succès en affaires nécessairement. Et puis, si vous saviez à quel point cette expérience-là m'a été utile pour ma carrière d'entrepreneur, puis ma façon d'être aujourd'hui, puis ma façon d'être avec les gens autour de moi, puis ainsi de suite. Fait que la vie est une question de probabilité, une question d'expérience. Puis je pense que le plus que d'expérience, le plus que tu vas expérimenter, puis que tu vas tester, puis le plus que tu vas prendre des bonnes décisions au courant d'un cumul de bonnes décisions et de petits gestes dans ta vie, ben, je pense que le mieux va être ta situation, puis mieux, tu vas être en mesure de progresser puis amener tes objectifs à un autre niveau. Tu sais. On le sait, c'est un cumul de petites décisions quotidiennes qui font en sorte qu'au bout du compte, tu arrives avec un grand résultat. Donc, pour moi, c'est un cumul de bonnes décisions que j'ai prises au cours de ma carrière, au cours de ma jeunesse, puis qui font en sorte que à un moment donné, puis souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre une décision basée seulement sur une réflexion du court terme. Je vais te donner un exemple. Si j'avais pris la décision de demeurer avec les Capitales de Québec bénévolement, si j'avais juste regardé, hey, tu es bénévole, tu fais travailler avec les Capitales, puis moi, je t'avais répondu, ah, bénévole, c'est pas assez payant, oublie ça, je vais aller travailler chez Tim Hortons à la place. Puis je dénigre pas Tim Hortons, il y a plein de jobs au complet. Si j'avais pris cette décision-là, ben, je serais probablement pas dans la chaise que je suis aujourd'hui avec les Capitales de Québec. Donc, la décision était de dire, je vais apprendre le job, j'ai le pied dans la porte aujourd'hui, puis je vais essayer de progresser, et ainsi de suite. Donc, la façon de voir la situation n'est pas simplement dans le carré actuel, et dans ce que tu te vois à long terme, ce que tu veux devenir à long terme, ce que toi, tu te vois. Donc, moi, évidemment, que si je voulais faire carrière dans le baseball professionnel, j'ai réalisé que ça ne serait pas comme joueur. Donc, comment que moi, et que ça serait difficilement comme entraîneur. Parce que dans le baseball, autant au niveau du baseball professionnel, si tu n'as pas entraîné, puis vous le savez, si tu n'as pas entraîné au niveau professionnel, si tu n'as pas joué la game professionnelle, c'est très difficile de devenir un entraîneur professionnel. Donc, c'est un cliché, le marché est fait un peu comme ça. Je ne dis pas que ça va être comme ça longtemps, mais c'est un petit peu comme ça. Donc, moi, je me disais, si un jour, je vais être un dirigeant d'une équipe de baseball professionnelle, ben, je dois être en mesure de gravir tous les échelons
d'une organisation, pour comprendre l'entièreté de la business, pour un jour devenir un dirigeant d'une équipe professionnelle. Donc, le mindset était là, et pas nécessairement dans le court terme de dire je veux 3 500 $ ou je veux 4 500 $ ou je veux 7 000 $ pour, tu sais, parfois, on va juste voir avec des oreilleurs un petit peu juste le salaire ou juste ce qui se passe en ce moment. Je dis pas que c'est pas important, c'est important, mais c'est de voir un peu plus loin que ça. Oh, c'est une belle façon C'est de trop voir les bien choses. dit. Mhm. Je me prends des notes en même temps, là. C'est Ben oui. vraiment du. Euh, un autre côté qui me fascine dans ton emploi et dans ce milieu-là, c'est le côté marketing puis les communications. Tu sais, je veux dire, tu en as parlé un petit peu, tu dois aller vers les gens, parler aux gens, serrer des mains, faire des opérations publicitaires puis tout ça. Est-ce que ce côté-là, t'es venu naturellement d'aller parler aux gens? Parce que, tu sais, il y en a pour des gens pour qui c'est moins facile, mais juste d'entrer en communication puis de bien dialoguer puis de créer des belles relations. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Tu as développé ça ou tu en as appris, j'imagine? C'est drôle parce que euh, tu poserais la question à ma famille ou à mes proches, puis la réponse serait probablement différente que des gens de mon entourage. Hmm. Je pense que la clé dans tout ça, c'est de rester toi-même. Mais tu sais, moi, dans ma vie, j'aime pas vraiment on va dire le small talk ou la discussion nécessairement qui mène pas nécessairement à rien nécessairement. Tu comprends? Je comprends que parfois ça peut être important euh, pour les gens, pour l'interlocuteur devant toi, mais je pense que euh, c'est important de voir une progression puis de s'intéresser aux gens autour de soi, tout en ayant une optique de dire comment que je peux aider cette personne-là, puis comment que moi, cette personne-là, éventuellement, va pouvoir également m'aider. Parce que peut-être que par une réflexion, peut-être que par un mindset qui est différent de par son expérience, elle peut t'apporter un autre niveau, puis sans s'en rendre compte nécessairement. Donc, parfois, cette personne-là peut peut-être dire des choses qui vont être extrêmement importantes, mais que tu vas... elle réalisera pas que ce qu'elle te dit lors de cette journée-là, c'est important, mais que tu vas en prendre. Donc, moi, oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est important de s'intéresser aux gens. Je pense que c'est important de ne pas prendre pour acquis les gens autour de toi. Je pense que toujours avoir cette rigueur-là, de demeurer soi-même, de dire moi, je vais être accessible, moi, je veux être En fait, c'est quelle personne que tu veux devenir? La question à la base, c'est je veux-tu être une personne qui va être inaccessible puis qui va faire les choses pour elle-même? C'est correct si c'est comme ça, mais c'est où tu vas être une personne qui va être accessible, qui va toujours être la même personne, peu importe. Donc, Charles Demers, il y a 15 ans, ou Charles Demers, il y a 10 ans, ou Charles Demers, je vous faisais des speeches rassembleurs ensemble autour d'un terrain de baseball. Vous aviez 12 ans. Hmm. Mais mes speeches, je les fais encore de la même façon à notre staff d'administration qui travaille dans un bureau, tu sais. Des speeches motivateurs, des speeches on essaie de se replacer, on donne un petit go, on est motivateur, j'étais intense, tu sais, j'étais un coach qui était intense, qui était émotif, qui voulait que gagner, mais qui voulait surtout le respect de tout le monde par rapport à tout ça, tu sais, fait que je pense que le but dans tout ça, c'est vraiment de rester soi-même, tu sais, il y a pas de secret, je pense. Là. C'est vraiment une belle réponse. Puis parle-nous un peu aussi justement à quel point ça t'a aidé de coacher puis d'être un leader dans un environnement sportif. Puis après ça, évoluer dans un milieu professionnel, puis avoir ce background-là qui vient du sport. J'imagine que ça a eu un impact assez gros sur la façon dont tu mènes, puis la façon dont tu leads. Tu viens de le mentionner justement, là, ton groupe d'employés, puis les personnes qui travaillent avec toi. Ouais, parce que j'ai encore la prétention. J'ai pas la prétention. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que je pense qu'on n'arrive à rien seul. La force d'une équipe, c'est tellement important. Puis, euh, je pense que c'est le cas de cibler les forces de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est bon dans tout nécessairement. C'est pas tout le monde qui est bon en marketing. C'est pas tout le monde qui est bon en communication. C'est pas tout le monde. C'est d'être capable d'aller chercher le maximum de tout le monde. Il y en a qui sont super efficaces le soir. Il y en a qui sont super efficaces le matin. Il y en a qui sont super efficaces le midi. Il y en a qui sont, il y a une façon d'approche, donc une façon de les approcher qui est d'une telle façon. Il y en a qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de pression pour pouvoir performer. Il y en a qui ont besoin d'être plus relax. Donc, je pense que c'est important de pas avoir un style qui est uniforme. Donc, un style qui est autoritaire ou un style qui est très lousse. Ouais, ça, je pense que c'est d'être capable de s'ajuster à la personne avec qui on travaille au quotidien, puis d'aller chercher le maximum de cette personne-là,
puis de lui donner le maximum de toi de cette personne-là. Donc, il y en a, je vais te donner un exemple, qui ont besoin de plus d'écoute. Il y en a qui ont besoin de pas d'écoute du tout. Il y en a qui veulent travailler à distance. Il y en a qui veulent pas du tout avoir d'interlocution avec toi. Il y en a qui sont super performants, mais ça dépend vraiment du type d'individu que tu as devant toi. Donc, moi, je pense que je suis un coach avant tout, et je suis un coach avant d'être un gestionnaire. Donc, ça, c'est mon background de coaching m'a grandement aidé. Puis je fais souvent des métaphores, je fais souvent des allusions au sport, constamment. Dans notre groupe de travail, dans notre équipe, dans notre façon de brainstormer, dans nos team building, je vais m'assurer que les équipes de travail, les sous-comités travaillent ensemble, qu'on ait une synergie, je vais m'assurer qu'il y ait une belle synergie entre tous les membres de l'équipe au complet. Donc, pour moi, je pense que mon background de coaching m'a grandement aidé. Puis même qu'au niveau junior, je me souviens puis ça c'était une anecdote, quand Dom Walsh était allé me chercher en 2015 j'avais 22 ans, puis j'appartenais à ce moment-là aux Voyageurs du Saguenay. J'avais été échangé là. Puis quand il avait été me chercher en plein milieu de saison, il m'avait dit à ce moment-là, il y avait comme 3 joueurs qui avaient été cherchés dans l'échange, là. Dans la chambre, quand il nous a présenté, il avait dit on est allé chercher un bon bat, tel joueur, on est allé chercher un bon joueur de deuxième but en tel joueur. Puis ils ont été chercher un méchant bon gars dans la chambre pour Charles. Tu comprends? Il avait pas vanté mes performances sur le terrain. Il avait pas dit on est allé chercher un coureur rapide ou un bon joueur défensif, peu importe. Il a été chercher un méchant bon gars dans la chambre. C'est sinon qui avait dit que je me considérais vraiment plus comme un rassembleur, une personne qui était. Puis tu sais, je pense que c'est important de comprendre son rôle dans une équipe. Puis aujourd'hui, je pense que la force d'une équipe, c'est que tous comprennent son rôle. Donc, si tout le monde comprend son rôle, puis que tout le monde, puis les choses sont claires, je pense qu'on est capable d'atteindre les plus hauts sommets, tout le monde ensemble, puis tout le monde se sent valorisé parce que tout le monde comprend son rôle. Donc, si, exemple, il y en a un qui a jamais frappé un coup de circuit de sa vie, on donne un exemple, puis tu le mets dans un spot de clean-up hitter, ça se peut qu'il si jamais il ne frappe pas de circuit, tu peux être fâché contre lui. Il n'a jamais frappé, c'est pas un frappeur de circuit nécessairement. Vous comprenez un peu la métaphore, mais c'est de dire, il faut que je le mette dans une situation où il va performer, puis qu'il va être bon. Fait que si c'est un gars de get on base, il va peut-être... fait que si c'est vraiment d'être capable de comprendre les forces et les faiblesses de tout le monde pour aller tirer le maximum de la performance du joueur, puis c'est de même que moi je gère au niveau de toute l'organisation, on va dire, des capitales, autant au niveau des opérations baseball qu'autant au niveau de l'administration et c'est pas mal comme ça que je le gère également. Très bien. C'est vraiment un parallèle intéressant. Là. Il y a beaucoup de similarités entre les deux milieux. Puis même le coaching, ça ressemble. Fait que non, c'est super cool. Puis moi, je voulais en venir à ça, c'est que là, en ce moment, on voit que cette recette-là, elle a du succès. Je veux dire, les Capitals, dans les dernières années, c'est en explosion. C'est des records de billets achetés, des records de plein de tout ça. Greg Berg s'en vient. Je veux dire, ça prend de l'ampleur, puis on le ressent dans la ville. J'imagine que ça a un rôle à jouer dans maintenant ta nouvelle promotion. Puis parlant justement de ce nouveau rôle-là, je me demandais juste qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change dans ton travail, c'est quoi les nouveaux rôles que tu vas devoir faire en fait. En fait, c'est une bonne question. J'avais un rôle qui était très, très, on va dire, opérationnel. C'est-à-dire que j'avais un rôle qui était au day-to-day operations, qui était très, on va dire, qui était très time-consuming, qui était très, sans dire stressant, prenant, c'est ça, stressant, prenant, et ainsi de suite. Puis pour moi, c'était plus de trouver une façon d'être meilleur, que l'équipe soit meilleure overall. Donc pour moi, ça n'a pas été ma décision nécessairement, ça a été une demande du président. Puis ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que lorsque la pandémie est arrivée, malheureusement, là, ça a fait très mal au capital, puis on est obligé de restructurer complètement l'équipe administrative. Puis j'en ai pris plus à ce moment-là parce qu'on avait moins de ressources à allouer. Donc j'ai pris plus de tâches, plus de fonctions, ainsi de suite. Donc, plus de fonctions au niveau des opérations baseball. On ne se cachera pas que la tête baseball de l'organisation, c'est Pat Scalabrini. Ça l'a toujours été, puis ça va toujours le rester. T'sais, Patrick est la personne qui prend la majorité des décisions au niveau des opérations baseball. Moi, où mon rôle vient interférer, c'est plus au niveau budgétaire, c'est plus au niveau des contrats de travail, c'est plus au niveau des visas de travail, c'est plus au niveau de tout ce qui est
la politique, le lien avec la ligue, donc les statuts des joueurs. Donc, il y a plein de règles là-dedans qui viennent interférer et ainsi de suite, mais qui viennent. Mais moi, ce volet-là c'est plus ça que je gère, tu sais. Au niveau de l'administration, ben il y a l'équipe administrative des Capitales, ben, à l'époque, elle avait une dizaine d'employés, on va dire, à temps plein durant l'année. Maintenant, avec la croissance des Capitales des dernières années, on est rendu à 22 employés à temps plein. Puis on a plus de 350 employés durant l'été, là, en pleine saison estivale. Donc, c'est quand même une gestion là, qui est très, très prenante au quotidien. Fait que pour moi, c'était juste de dire, bon, ben, je vais déléguer Michel m'a offert le poste de vice-président, puis Charles, il dit, ce que j'aimerais, c'est que tu délègues le poste ton poste de directeur général administratif. Donc, l'administration, on va embaucher quelqu'un qui va prendre la relève au niveau de toute l'administration au complet, les ressources humaines, la gestion des opérations les jours de match, la gestion de tout ce qui est la finance, la comptabilité durant la saison. Donc, tu sais, c'est une grosse gestion administrative quand même. Puis là, il fallait qu'on trouve une façon d'embaucher la bonne personne pour arriver à être efficace. Fait que les capitales d'aujourd'hui nous permettent d'avoir une équipe extrêmement complète, extrêmement performante, chose qu'on n'avait pas nécessairement à l'époque au complet. C'est-à-dire que, juste pour vous dire, à l'époque, on avait 10 personnes qui faisaient à peu près le même travail. Donc, on n'avait pas le temps nécessairement de tout faire le travail complètement. Là, maintenant, on a 22 personnes qui font le travail au complet. Donc, on a plus de ressources pour faire le travail. Donc, c'est ce qui me permet d'embaucher une personne pour pouvoir faire la job de tout ce qui est la direction générale de l'administration. Moi, de mon côté, je vais assister Michel davantage au niveau des décisions de gouvernance à long terme. C'est-à-dire, la Ligue, maintenant, c'est plus une Ligue à 6 équipes comme dans le temps de la Canam. C'est rendu une Ligue à 16 équipes. Donc, il y a du développement, il y a beaucoup de meetings de Ligue, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de jobs comme ça. La Ligue prend plus de temps, donc c'est plus de travail. On veut également implanter une équipe dans le coin de Montréal. Donc, de notre côté, on travaille fort à l'implantation, on en fait partie. Comment on est capable d'implanter une franchise là. Donc, mon rôle en ce moment il est beaucoup plus au niveau macro-management qu'au niveau micro-management. Mais au niveau micro-management, je te dirais que ma plus grande difficulté, c'est de laisser aller, puis je te dirais de me sortir de là parce que je suis impliqué, c'est viscéral, tu sais, je suis impliqué émotionnellement, je suis fier de où ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis c'est difficile pour moi de laisser complètement aller toutes ces fonctions-là. Mais on a tellement une belle équipe, puis le nouveau directeur général administratif, le Mike Petitillon qu'on a embauché, il est incroyable. Tu sais, ça va être une personne extrêmement performante, appréciée de ses collègues. Pour moi, c'est toute une acquisition. Donc, quand je regarde là, l'équipe qu'on a en ce moment avec toute l'équipe administrative, avec les gens qu'on a embauchés depuis 3 ans, ben, je pense qu'on a en quelque sorte un dream team qui va nous permettre d'atteindre des sommets. Là. Ouais, puis parle-nous donc un peu justement de ces objectifs-là pour la saison 2024. Avez-vous un plan de match qui est déjà fait en vue de la prochaine saison? En fait, c'est une grosse saison pour les Capitales parce que c'est 25 ans. On fête notre 25e anniversaire cette année. C'est également là, 85 ans du Stade Canac. Comme vous le savez, les boys, vous jouez au stade, là, vous savez comment il est vieux et qu'il y a un petit peu besoin d'amour parfois. C'est 85 ans du stade. On reçoit également le match des étoiles cette année. Donc, on va avoir le match des étoiles du 14 au 17 juillet au stade. Donc, c'est une grosse saison pour les Capitales quand même. Puis, je te dirais que mine de rien, là, les projecteurs sont quand même sur nous parce que, bon, on a eu un certain succès là, depuis 2 ans, comme tu l'as dit. Là. On a un succès à la billetterie, on a un succès au niveau au niveau du marketing, au niveau de la vente. Puis on a un succès aussi sur le terrain. Tu sais, on a remporté 2 championnats en 2 saisons. Fait que, tu sais, on se met une belle pression pour nous. Là. On a la pression de performer, de garder les niveaux, garder ça au même niveau. Fait que pour nous, c'est vraiment positif tout ça. On est vraiment, vraiment content de ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on a l'équipe autant sur le terrain actuellement. Patrick, il travaille très fort en ce moment pour dénicher des nouveaux joueurs à l'extérieur du pays. Je pense que on va d'ailleurs en France au mois d'avril pour un try-out Europe pour les capitales. Fait que pour nous, on a plein de possibilités. Puis c'est très, très positif ce qui s'en vient. Mm-hmm. Tu parles
Tu parles d'une grosse année, un 25e année pour les Capitals, mais ça va être aussi une grosse année pour toi personnellement, peut-être à côté personnel. Tu as un nouveau poste, mais tu as aussi un enfant qui s'en vient. Je sais pas si tu as envie d'en Ouais, parler un peu. Comment tu appréhendes tout ça? Ça va être, j'imagine, encore plus de responsabilités. Comment tu vois ça? Là? absolument. Ben, écoute, les boys, ça me vieillit un peu, puis vous allez voir, le temps va vite, là, parce qu'il y a pas si longtemps, vous étiez mes petits boys de l'académie, puis j'étais tellement fier d'être avec vous autres. Je vous considérais comme mes enfants quand je vous coachais, puis ainsi de suite. Puis je me souviens, j'allais voir Charles même au SSF performer. Ben oui. Les J'étais, shows, ouais, que ça soit au football, que ça soit mais les shows, puis même le football, ainsi de suite. J'allais vous voir comme si, mais tu sais, JC, j'ai regardé tes games en ligne quand t'étais avec les Jays, puis tu sais, Mhm. mais oui, je vais devenir papa. Ma conjointe est enceinte actuellement. Au mois d'avril, je vais avoir un petit garçon qui va venir. On a également acheté une maison là, sur la rive sud de Québec, là, dans le coin de Lévis. Donc, pour nous, c'est quand même une grosse année. C'est quand même des nouvelles fonctions, un nouveau projet, et ainsi de suite. Fait que oui, c'est très. Puis parallèlement à tout ça, je demeure quand même impliqué avec les diamants. Tu sais, je suis Ouais, encore avec les diamants, puis je le sais que vous suivez quand même les performances, puis ainsi de suite. Là. Donc, absolument. je demeure avec les performances, je demeure avec les diamants. Puis pour moi, ça sera une grosse année là, au total, là, tu sais, autant au niveau des diamants. Tu sais. Il y a beaucoup de joueurs de 22 ans qui finissent avec les diamants, euh, qui, euh, qui seront là cet été. Des joueurs que je connais bien d'ailleurs. Tu sais. Puis il y aura également les capitales. Bien évidemment, on se met beaucoup de pression pour la saison 2024. Là, tu sais, au niveau des performances sur le terrain, au niveau de l'assistance également, on a des records à battre. Là. Pour nous, on veut offrir le meilleur produit overall possible. On a aussi la maison, puis finalement l'arrivée d'un nouveau bébé. Fait que c'est quand même une grosse année pour moi. Là. Ouais. Absolument. Mais hein, j'aime que ça va être beau de suivre ton parcours dans tout ça, puis je suis sûr que tu vas adorer tes nouvelles fonctions de papa, puis tout ce Ben qui est oui, aussi bon professionnel. Mais moi, je tenais juste, absolument. Charles, de dire merci pour tout, pour ton influence dans ma vie, puis dans ma carrière de joueur de baseball, mais c'est plus que ça, tu sais, c'est les valeurs que tu nous as transmises en tant que coach quand on était qu'on avait 8-9 ans justement à l'horizon à Saint-Jean, puis que c'était pas juste en tant que coach, mais c'est comment tu interagissais avec nous, puis la façon que moi je te percevais comme un modèle, puis je tiens à te remercier en fait pour tous ces beaux moments-là, puis j'ai encore des souvenirs marquants de tout ça, là, un moment donné, tu m'avais donné un bâton à la fin de la session là, au campeur, là, je sais pas trop, là, le plus prometteur ou quelque chose qui avait eu une belle. Je me rappelle plus exactement du terme, mais tu sais, c'est des choses que je me rappelle puis que je me rappellerai toujours. Je voulais juste souligner ça puis te remercier de ton implication avec nous puis d'être autant dédié au succès des jeunes athlètes Puis, que tu tu as sais, coaché en fait. je pense que ça va aussi, s'il y a des entraîneurs qui écoutent, ou justement, tu sais, les coachs sont une grande influence quand même, là, tu sais, ça a un pouvoir de marquer. Moi aussi, je me rappelle des petits détails, là, puis sûrement que tu t'en rappelles pas, mais à un moment donné, tu m'avais dit de plus finir mon swing vers l'arrière, là. Puis ça, là, je m'en rappelle, là, j'étais à un terrain, puis tu sais, des petites niaiseries de même, puis comment t'agis avec les jeunes, puis ça a vraiment un grand impact que là, maintenant, moi et Charles, on a 21 ans, puis mais on s'en rappelle encore, fait que tu sais, ça démontre la personne que tu es, puis ça démontre aussi de l'impact, puis de prendre ça quand même au sérieux de quand tu peux changer, pas changer des vies, mais je veux dire, tu peux marquer des vies comme ça en étant bien impliqué, puis en étant présent, puis engagé. Fait que c'est ça, vraiment cool. Moi, je suis tellement fier, les boys, de ce que vous devenez. Là. Vous êtes tellement beaux à voir aller. Puis j'ai passé par votre chemin. J'ai pas joué. Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai joué une game pour les Capitals, vous le savez. Là. J'ai pas joué professionnel, j'allais dire. Je suis quand même sur Baseball Reference, mais avec un at-bat Voilà. professionnel, un strikeout, 3 pitch, 3 fastballs dans le pipe. On n'en dira pas trop l'histoire, mais en fait, tu ris, mais la morale de cette histoire-là, c'est que si tu fais bien les choses overall, tu sais, moi j'avais le rêve de jouer professionnel un jour, mais je suis parvenu quand même à avoir un at-bat pro Quand même. par le biais du travail et de qu'est-ce que tu fais
de la bonne façon, puis ainsi de suite. Fait que, bref, les choses arrivent pas pour rien dans la vie, je pense. Puis ça a été un beau moment que j'ai jamais publicisé, j'ai jamais montré, puis ainsi de suite, puis ça a juste été drôle au bout du compte parce que c'était une situation d'urgence pour les Capitals, un peu comme le, le gars de Zamboni là, qui vient gauler dans NHL là, en urgence là, parce que c'est le goaler d'urgence, le troisième goaler, puis ainsi de suite. Ben, moi, c'est un petit peu ça qui est arrivé avec les Capitals. Mais les gars, moi quand je vous regarde aller, je dis JC, tu sais, il y a une raison pourquoi que vous étiez à ce moment-là les deux seules premières années dans l'équipe à ce moment-là, puis ainsi de suite. Je pense qu'on percevait un potentiel, on percevait quelque chose de spécial, puis je pense que c'est quelque chose de spécial-là, vous l'avez les deux. T'sais, vous avez la discipline, vous avez l'intelligence pour atteindre tout ce que vous voulez dans la vie. T'sais, vous êtes tellement brillant, vous êtes tellement bon dans ce que vous faites, que peu importe ce à quoi vous allez toucher, si vous gardez le même mindset, puis vous continuez à travailler fort, puis à avoir un objectif, puis vous mettez les efforts pour atteindre cet objectif-là, puis vous mettez votre mindset de vie à dire chaque petit geste que je vais faire en sorte que je vais devenir cette personne-là que je veux être, ben vous allez réussir. C'est sûr que vous allez réussir. Puis parfois, il y a des embûches qui viennent se pencher, qui viennent se buter devant vous. Puis parfois, ces embûches-là semblent insurmontables, puis semblent être la fin de quelque chose. Mais dites-vous que c'est probablement le début de quelque chose d'autre. Puis, ça prenait ça pour avoir le début de quelque chose d'autre. Puis, faites confiance à la vie. Si vous faites les bonnes choses, puis vous continuez de cette lignée-là, vous êtes voués au succès, je pense, les boys. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est très touchant. Puis, je pense qu'on va conclure là-dessus. Là. Je veux dire, je pense que ça finit très bien. Puis ça fait un excellent résumé. On est parti de quand on avait 8 ans maintenant, avec tout plein d'anecdotes là-dedans. Fait qu'on est très reconnaissant. Je sais que l'objectif de votre podcast, c'est pas de vous lancer des fleurs et d'interviewer la personne, mais moi, un va pas sans l'autre. Aujourd'hui, je peux pas juste parler de moi sans parler de vous autres parce que vous avez fait partie intégrante de mon développement. Puis vous dites que j'ai fait partie intégrante aussi de votre développement. Pour moi, c'est vraiment cool. Merci les boys. Merci à toi, mon Charles. C'est un plaisir. Puis j'espère qu'on va pouvoir se recroiser bientôt cet été lors de mon passage. C'est sûr, j'ai bien hâte de vous revoir au stade, les boys. Yes, sir. Merci, mon Charles. Ça marche. Salut. Bye.